Écoutez, je vous le dis, une très très grande romancière se tient devant vous, là. Mais oui, je le pense sincèrement, et si je devais résumer ce que je pense en une image, comme ça je te fais rougir tout de suite, comme ça c'est fait. Oui, j'aime bien mettre les gens à l'aise, tu vois. Oui, Euh, L'image que je reprendrais, c'est, je dirais que Dominique, c'est une magicienne dont je n'ai pas envie de comprendre les tours. Et pour moi, c'est un très beau compliment, mais c'est c'est beau. juste profiter de ces livres. Je suis ravi, ravi de t'accueillir ici. Merci d'être avec nous malgré l'agenda chargé, puisque Réparer nos silences vient juste de sortir. Je vais mettre la couverture, tiens, juste pour nous. Voilà. Oui, on va commencer par ça. Excellent compliment, mais merci. Je l'ai beaucoup travaillé. Non, en fait, c'est spontané. Mais c'est très vrai. C'est ce que je pense en lisant Adèle, parce que moi je suis dans la lecture d'Adèle, vous l'avez compris tout à l'heure. On va en parler aussi. Mais avant, Dominique, je te propose de faire connaissance, hein, toi aussi, grâce au portrait chinois littéraire que le monde entier nous envie encore et toujours. Je pense qu'on nous écoute sur toute la planète, de l'Europe à l'Afrique, en passant Oh, par le Canada. Et donc, t'as la pression, hein. Non, en fait, tout le monde est oui, gentil oui, ici, vous savez bien. complètement. Mais non. Si tu étais un livre de chevet, lequel serais-tu et pourquoi en quelques mots? Alors, si j'étais un livre de chevet, c'est très difficile de n'en choisir qu'un. Je pense que ce serait un livre de Christian Bobin, de toute façon. Peut-être La Dame Blanche. Une raison en particulier? C'est une écriture, un auteur qui te... Oui, c'est un auteur vers lequel je reviens régulièrement. C'est vraiment un auteur que j'aime beaucoup. J'aime son côté contemplatif, très positif, le regard qu'il pose sur les choses banales de la vie. Il les transcende, il en parle. Euh, voilà, il va parler d'un bras d'herbe dans une prairie. Et on a vraiment envie d'être avec lui dans cette prairie. Et j'aime cette façon d'écrire. Il n'y a que lui que je connais qui écrit comme ça. Et voilà. Si tu étais un À partir format de parmi tous un ceux qui format. existent. Oui. Oula, je serais un. Oh. Entre, par exemple, poche, le grand format, e-book, audio, une bande Ah, dessinée. du livre, ah, tu parles Ah du oui, livre. toujours, Oui, toujours. ok. Alors, oui, et j'aime bien les livres de poche, en fait. Oui, un livre de poche. Si tu étais une maison d'édition. Alors, si j'étais une maison d'édition, moi, je serais peut-être ma maison d'édition, c'est celle que je connais le mieux. Mhm. Voilà, Tu j'ai as la envie chance d'en de dire un mot? travailler. Donc c'est Genèse, hein, édition, pour ceux C'est qui nous Genèse écoutaient. Édition, oui, j'ai la chance de travailler avec une éditrice qui a un bon bagage. Elle a quand même dirigé Flammarion pendant des années, donc c'est quelqu'un qui connaît bien le métier, qui a décidé de créer sa maison. Elle est partagée entre la France et la Belgique, donc elle a quand même un pied en Belgique, ça c'est bien. Et puis, c'est vrai que le travail éditorial, c'est un chouette travail avec elle. Donc voilà, je serais, oui, Tu Genèse serais Édition. Genèse. Si tu étais un rayon dans une librairie. Alors je serais le rayon littérature. Donc rayon littérature blanche alors. Générale, voilà. Générale. Oui, voilà. Littérature générale. C'est ce que tu aimes lire en tant que C'est ce que lectrice? j'aime lire en fait, oui, oui. Eh ben, vous l'avez compris un peu avec le livre de chevet, mais comme ça, ça permet de faire connaissance. Si tu étais un marque-page, avec quoi marquerais-tu la page? Oh, une carte postale, ça a toujours été comme ça, moi. J'adore les cartes postales et j'ai toujours mis les cartes postales en marque-page. Il y aurait quoi sur cette carte? Un pays, une destination? T'aimerais aller où? Non, souvent, ce sont des cartes que j'achète dans les musées, des œuvres d'art qui m'ont parlé et je n'ai pas les moyens de me les offrir, donc la carte postale, c'est top. Si Donc tu ce étais sont souvent des œuvres d'art. un personnage, homme, femme, existant ou pas? Alors, si j'étais un personnage, je ne sais pas, j'aurais pu être. Je serais, Simone Veil. Ah, Simone, un mot d'explication? Pourquoi tu serais Simone? Bah, parce que je pense que cette femme, je l'ai toujours trouvée discrète et en même temps, elle a fait
énormément pour les femmes. Elle a vraiment permis aux femmes de se libérer de pas mal de carcans, et je pense que elle a profondément marqué l'histoire des femmes. Si tu étais un temps de conjugaison, quel serais-tu? Alors là, je serais le présent. Tu veux dire pourquoi en quelques mots? C'est le temps dans lequel tu écris ou pas spécialement? C'est souvent le temps dans lequel j'écris. J'aime bien écrire au présent parce que vraiment, on chemine en même temps que le déroulement de l'histoire. C'est plus fort. Et puis, simplement parce que le présent, ben voilà, ça je sais que c'est le seul temps dont on peut être sûr. Le passé, il est passé. Et puis après, ce sont les souvenirs, ils ne sont pas toujours représentatifs de la réalité. Et puis le futur, on ne sait pas. Donc le présent, c'est on sait, voilà. C'est toute une aventure. C'est toute une aventure. Si tu étais une musique, par exemple la musique d'un de tes livres, qu'aimerais-tu? D'un de mes livres? Par exemple. Ou de ta vie, si tu préfères. Ce serait très compliqué. En fait, moi, j'adore Tchaïkovski. Et donc, voilà, la musique de Tchaïkovski me transporte. Maintenant, elle ne se trouve pas dans mes livres. Et je ne sais pas si je pourrais représenter la musique de Tchaïkovski. Mais voilà, j'aime beaucoup On est sur la musique classique ce soir. Le côté romantique. Le côté romantique. Oui. Si tu étais un signe de ponctuation. Alors là, peut-être une virgule, comme ça, il y a quand même encore quelque chose après. Et si tu étais un verbe, pour terminer cette petite série de questions? Alors, on va prendre le plus beau, je dirais aimer. Tu veux en dire un mot? Pas spécialement. C'est un très beau verbe. Oui, je pense que s'il n'y en a qu'un, aimer, je pense que c'est simplement ce qui nous maintient en vie, c'est qu'on aime ou qu'on espère aimer ou être aimé, mais en tout cas, sans l'amour, je pense que l'humain il dépérirait, au même titre que sans nourriture ou sans eau. Et puis aimer, moi j'ai beaucoup aimé ce que je suis en train de lire. Et j'aime toujours d'ailleurs, parce qu'on est au présent. Je te propose de commencer ton passage parmi nous par le petit nouveau qui fait déjà beaucoup de bruit. Vous voyez la couverture juste en dessous de moi, là, à l'écran. Réparer nos silences, c'est chez Genèse Éditions. On en a parlé aussi. Est-ce que tu peux nous dire, avec tes mots, toi, en quelques mots, de quoi parle ce nouveau roman qui est sorti il y a quelques jours à peine? Oui, il y a 6 jours exactement. Il y a 6 jours. Oui, il est encore tout jeune. Alors, si je devais résumer en quelques mots, donc c'est l'histoire justement d'un enfant qui a grandi sans amour. Il a été abandonné à la naissance, il a été élevé en institution, et donc il s'est construit une personnalité très dure, puisque on comprend assez vite dans l'histoire qu'il n'a pas été pas aimé, il a aussi été maltraité. Et à l'âge de 15 ans, il est accueilli dans une famille d'accueil où là, justement, il y a énormément d'amour. Les parents sont aimants, il y a 2 enfants, il y a un chien, enfin, tout. Et il est vraiment accueilli à cœur ouvert. Et c'est la rencontre de personnages entre un qui veut s'apparenter à une statue de pierre pour essayer de supporter la vie, tellement c'est compliqué sans amour. Et cette famille, tous ces membres de cette famille qui, eux, ont le cœur complètement ouvert, sans filtre, et qui l'accueillent vraiment comme s'il était né là-bas et qu'il était là depuis toujours. Et on se retrouve avec ce personnage qui, dans un premier temps, observe comment ces personnes-là vivent et découvre qu'il peut y avoir autre chose et que peut-être, il mérite un peu de cette affection qu'on lui donne. Mais voilà, mais tout bascule dès le début du livre, puisque le père, après 6 ans, quand Ludovic est entré dans cette famille, le roman commence comme ça. Le père est retrouvé assassiné
dans les toilettes d'une station-service. Et non seulement il faut vivre ce décès, mais il y a une question terrible qui se pose. Pourquoi a-t-on assassiné cet homme-là qui est un bon père de famille, chauffeur routier, sans histoire? Et c'est la compréhension pour tout le monde. Et le livre, évidemment, va parler de ça et de que s'est-il passé. Oui. Mais là, on va pas en dire beaucoup plus, hein, parce que ce serait pas amusant. La seule chose que Je je ne vais peux pas vous le dire... dire. Ah bah non, non, Oui. non. C'est la voix du chat. On va laisser Simone, puisque tu parlais de Simone Veil, on va laisser Simone lire le commentaire du Belge Clip. Toi, tu vas peut-être pas l'entendre, mais je te le dirai tout de suite. Ce livre est une pépite. Oui, ce livre est une pépite. Parce que Wow. oui, le Belge qui lit a déjà lu le livre, même s'il a à peine 6 jours. Je pense qu'il va faire parler de lui. On va évidemment en parler nous maintenant ici, mais sans trop vous en dire. On a compris, on est dans les années 60-70, si je ne me trompe pas. Et puis Ludovic qui grandit sans amour. Comment as-tu construit ce personnage? Quelles ont été tes recherches? Est-ce que tu as rencontré un Ludovic ou Ludovic lui-même ou voilà. Comment as-tu travaillé? Ça intéresse beaucoup de savoir comment ce personnage est né dans ton imaginaire. Oui. En fait, ce personnage est né de... Bon, bien sûr, j'aime écrire des fictions, mais je pars toujours sur des faits réels, ou en tout cas des personnes que je connais, ou mon expérience personnelle. Et c'est vrai que ce personnage, il est né de ça, de ce constat qu'il y a des personnes qui malheureusement se trouvent dans ce genre de situation, où ils doivent se fabriquer une personnalité indépendamment d'une famille aimante, quelle qu'elle soit. Ici, c'est un peu poussé à l'extrême, mais parfois, même un enfant au sein d'une famille est un personnage comme Ludovic, parce que rejeté ou parce que, voilà, pour une multitude de raisons. Et donc, j'avais vraiment envie de parler de ça, de comment on fait quand on n'a pas été baigné d'amour pour survivre dans ce monde, et en même temps de parler des familles d'accueil, parce que là aussi c'est tout le contraire, c'est ce que j'expliquais au départ. Ce sont des personnes qui accueillent des enfants en sachant très bien que dans la majorité des cas elles ne pourront pas les adopter, et en même temps qui se chargent de les aimer. Donc ça veut dire qu'elles ouvrent leur cœur et qu'elles peuvent très, très bien souffrir énormément le jour où cet enfant s'en va. Il y a des familles d'accueil qui accueillent des nourrissons et qui les élèvent peut-être jusqu'à l'âge de 5-6 ans, et puis après, l'enfant retourne chez les parents. C'est une déchirure, en fait. Et tout ça m'intéressait, et j'avais vraiment envie d'en parler, mais je n'avais évidemment pas envie d'écrire un essai, et je devais transposer ça dans un contexte. Émotionnellement, c'était très difficile, parce que je suis quelqu'un de très sensible, et c'est pour ça que j'ai choisi un personnage masculin. Je pense que j'aurais eu beaucoup de mal à l'écrire, ce livre, si Ludovic avait été une fille. D'accord. Et tu as récolté des témoignages au niveau du... Voilà, pour te familiariser avec ce milieu. C'était quoi le travail de la romancière avant de se mettre au travail, finalement? Tu as fait quoi? Oui, bien sûr, je suis partie. En fait, il faut que le sujet me parle et que je maîtrise un peu le sujet. Donc, le sujet, je le maîtrisais à la base. Donc, voilà. Et donc, oui, après, c'est vrai que j'ai rencontré pas mal de personnes. J'adore les gens, j'adore les rencontres, j'adore les échanges. Et c'est vrai que souvent, même si ce sont parfois des rencontres assez brèves, on confie toujours une part de sa vie quand on discute avec quelqu'un, et c'est fabuleux d'écouter la vie des gens, parce qu'on se rend compte que finalement on vit tous des choses différentes, mais en même temps on les appréhende un peu de la même façon, et on en revient souvent aux mêmes choses. Et donc voilà, c'est un peu cette accumulation-là qui a fait que je sentais vraiment ce sujet, que j'avais vraiment envie d'en parler. Même si je n'ai jamais été famille d'accueil, mais je connais en tout cas 2 personnes qui ont accueilli des enfants, et je trouve ça formidable. Je trouve ça formidable, et en même temps, c'est vrai que moi, je me suis souvent interrogée, est-ce que je serais capable d'accueillir un enfant, de l'aimer
et puis de le laisser partir avant qu'il ne soit majeur, avant qu'il ne puisse voler de ses propres ailes. J'ai déjà eu beaucoup de mal à laisser partir ma fille, alors que voilà. Donc je me dis, c'est très particulier, et en même temps, c'est merveilleux parce que beaucoup de familles d'accueil, je ne sais pas, je ne peux pas parler pour toutes parce que je n'en connais pas, je les connais pas toutes, et puis chacun fait comme il peut. Mais dans la majorité des cas, je pense, ces personnes-là aiment les enfants exactement comme si c'était le leur, et peut-être avec encore plus d'attention, puisque ce sont des enfants qui ont vraiment besoin d'amour et de réconfort, et puis de prendre confiance. Et ça, je trouve que c'est admirable. Et je ne me souviens pas d'avoir lu un livre où on mettait les familles d'accueil en avant. Donc voilà. J'avais une idée là-dessus il y a très longtemps, mais ça se passait pas très bien. Et ça, c'est un peu mon rayon. Oui, voilà, si on parle des familles d'accueil, c'est plutôt comme ça, les Thénardier. C'est ça, ça se passait pas très bien. Fanny demande, l'histoire se déroule dans quel pays, ce livre? En Belgique. Ça se déroule en Belgique, oui. Comme ça, on sait. Je précise, pour toutes les questions qui vont suivre, parce que, bah oui, on a une équipe de choc dans la boîte. On a préparé cette interview avec le Belge Kili, qui est là dans le chat. Il avait envie de poser plein de questions avec moi. Et donc voilà, on a créé un peu tout ça collectivement. C'est une première, mais ça m'amuse beaucoup de créer les interviews avec vous. Et avec toi en particulier, le Belge Kili, toujours, on s'amuse beaucoup. On en parlait juste avant avec Sandra, on en parlera encore avec ton livre Adèle. D'ailleurs, c'est amusant que vous soyez là le même soir avec Sandra. Bref, est-ce que vous croyez aux coïncidences? Est-ce que le thème du dépaysement te tient particulièrement à cœur? Entrer dans un milieu dont on n'a pas les codes, finalement. Est-ce que c'est un des thèmes qui te passionne? Parce que dans Adèle, on le retrouve, dans le pitch de Réparer nos silences, un petit peu aussi, puisque Ludovic arrive dans un milieu où il n'a pas les codes, et c'est assez dépaysant. Est-ce que c'est ça aussi, un des thèmes qui te motive quand tu commences une histoire? Non, très sincèrement non. C'est un peu le hasard de l'histoire dans la construction, mais ce n'est pas le motif principal. Maintenant, la vie c'est comme ça, et je pense que quand j'imagine une histoire, évidemment, c'est toujours sur un point de basculement que l'histoire se construit. Sinon, c'est lisse. Et bon, ben voilà. Il faut donc ça peut être un personnage qui va se marier, ça pourrait être à la mort de... Mon premier roman, c'était à la mort du mari de l'héroïne, parce que c'est un moment où, effectivement, mais je ne m'étais pas vraiment spécialement penchée sur le sujet, mais il y a ce poids de basculement où, à un moment donné, le personnage se retrouve et sa vie a changé, et donc forcément, il faut tout remanier et apprendre à vivre autrement. Et dans le titre, on trouve le verbe réparer. Alors, je ne pense pas qu'il est là par hasard. Hein. Il signifie quoi pour toi, réparer? Réparer, c'est le terme exact, c'est parce que le titre était pris, mais ce serait plutôt une réparation. Parce que la réparation, c'est, bien sûr, on peut apporter une solution à un problème, on peut suturer des plaies, mais c'est aussi l'idée de la vengeance, l'idée de demander une réparation. Et donc, de réparer un silence, il y a ces silences, tous les personnages dans ce livre portent un silence, ou des silences en tout cas, quelle que soit leur raison. C'est parfois par amour, c'est parfois par pudeur, c'est parfois par peur, c'est parfois par impossibilité de dire les choses. Mais ces silences-là ont besoin d'une réparation, quelle qu'elle soit. Et c'est vrai qu'il y a aussi la notion de vengeance dans ce verbe réparer. Et les non-dits, on en parlait aussi avec Sandra. Comme quoi, vous voyez, la soirée est assez cohérente. Hein. Fanny demande si tu as fait des recherches avant d'écrire ou pendant. On parlait un petit peu du personnage, mais plus globalement. Est-ce que tu avais un plan de départ? Oui, j'ai toujours un plan. Je ne peux pas partir dans un roman si je n'ai pas un schéma
un petit squelette. Ce n'est pas vraiment, je n'ai pas tout le détail. J'aime bien laisser venir dans l'écriture, la magique écriture et les choses qui me viennent au moment de l'écriture. Mais j'ai besoin de savoir, oui, je pars de là, il va se passer ça, ça va aller comme ça et ça finira comme ça. Donc tout ça, après, je commence à faire une petite biographie des personnages. J'ai besoin de savoir quand ils sont nés. Il y a des choses que je sais qui ne sont pas dans le roman, mais ce n'est pas important, mais c'est important pour moi que ce soit bien construit comme ça, avant de me lancer dans l'écriture. Et ça prend combien de temps pour ce travail de placement des bio Ça va assez vite. Ça va assez vite, en fait. Parce que, en général, quand une idée me traverse l'esprit, j'ai tout, j'ai tout. En fait, si je pouvais claquer des doigts et écrire, le roman serait écrit. Voilà. Alors, ce livre, tu ne l'as pas écrit n'importe quand. Est-ce que tu veux nous en dire un mot? C'était une période vraiment spéciale, qui va rappeler probablement de mauvais souvenirs à d'autres gens, mais je pense que c'est important parce que ça joue aussi sur comment il a été écrit, sur le résultat final indéniablement. Est-ce que tu veux nous en dire un mot? Oui, oui, ça a été écrit à une période de ma vie où c'était vraiment très, très compliqué et ça l'est même encore un petit peu d'ailleurs. Donc en fait, j'habite dans la région de Liège, à Chesnay. Je suis en bord de Vesdre et donc évidemment, il y a eu les inondations de juillet 2021 et j'ai bien dégusté, comme on dit. Et donc j'avais commencé l'écriture du roman et j'étais complètement dedans. J'avais même imaginé l'écrire très vite parce que cette histoire me tenait vraiment à cœur, elle me nouait les tripes. Enfin, j'étais vraiment investie par ces personnages. Et puis malheureusement, voilà, il y a eu cette histoire d'inondation où ma maison a été complètement ravagée. J'ai dû pendant un mois aller habiter chez ma sœur parce qu'il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait rien, il n'y avait plus rien, puis j'avais plus rien de toute façon, mais seulement j'ai des chats. Et c'était compliqué parce que je revenais tous les jours, puis pour vider la maison, enfin voilà, jeter les meubles, racler la boue, enfin, comme c'est dans ces cas-là. Et donc après un mois, je suis revenue chez moi parce que c'était vraiment difficile pour moi de ne pas être prête, puisque les chats ont été, c'est un peu bête à dire, mais enfin moi je les aime beaucoup mes chats, et j'avais de la peine parce qu'ils étaient vraiment, vraiment traumatisés par ce qu'ils avaient vécu. Et donc, ils ne comprenaient pas parce que moi, je suis toujours restée avec eux. Et puis, pendant les 2 jours et les 2 nuits d'inondation, j'étais dans la maison. Donc, on était à l'étage et j'étais avec eux. Puis, d'un seul coup, je les abandonne. Donc, c'était compliqué. Et donc, je suis revenue et j'ai vécu comme ça, toute seule, chez moi, avec le rez-de-chaussée, les travaux, le sol à la terre battue. Enfin, voilà, c'était sans eau chaude, sans chauffage, avec des conditions, plus de cuisine, enfin plus rien, c'était un peu difficile. Et c'est vrai que le moral, ça a été compliqué aussi. Mais je me suis accrochée justement à l'écriture. Je me suis dit, il y a un truc qu'on ne me prendra pas. D'ailleurs, quand l'eau est rentrée dans la maison, la première chose que j'ai sauvée, c'est mon ordinateur. Tout était en bas. Et d'ailleurs, maintenant, mon bureau est à l'étage. Je ne ferai plus jamais mon bureau au rez-de-chaussée. Et donc, voilà. Et je me suis dit, continue ton histoire. Et je me suis vraiment accrochée à l'écriture. En plus, l'éditrice attendait le manuscrit. Et je me suis dit, allez. Et donc, voilà. J'ai écrit ce livre en grelottant chez moi. et voilà. C'était des conditions vraiment pas faciles. Mais en même temps, pour l'avenir, je me dis, si j'y suis arrivée dans ces conditions-là, pour le prochain, ça devrait aller tout seul. Ça devrait aller tout seul. Et aujourd'hui, Réparer nos silences est là, malgré les obstacles dont tu viens de parler. Et quels obstacles? Tu voudrais qu'on retienne quoi de ce que tu nous expliques ce soir? Si des gens nous écoutent, c'est pas toujours facile. Tu aimerais qu'on retienne quoi quand tu expliques ça? Mais que dans toutes les épreuves, il y a toujours quand même un rayon de soleil quelque part et il faut se mettre en dessous. Il faut pas rester juste dans l'ombre. Il faut aller vers cette lumière. Il y en a toujours. Et c'est parce qu'en plus, je n'en ai pas encore parlé, mais de ce que je retiens maintenant, que bon, j'ai du chauffage et que je peux un petit peu remeubler en bas.
mais c'était la solidarité, humainement parlant. J'ai vécu quelque chose d'extraordinaire et c'était beau. C'était beau. Et j'étais le premier jour quand l'eau a été retirée, c'était le vendredi. Et bon, ben, on peut que constater que tout est là. Enfin, moi, j'étais un peu en état de prostration, enfin 2 jours sans dormir, sans manger. Enfin, c'était un peu. Et il y a plein de gens qui sont arrivés. On va vous aider. Ils ont poigné dans la boue. Il y a des personnes qui sont venues me donner une tartine à manger à midi. Des gens que je ne verrai plus jamais de ma vie. Mais je n'oublierai jamais. Voilà, de voir arriver tous ces gens comme ça pour m'aider, et cette générosité, cette chaleur humaine, ça c'était formidable. Et comme je suis restée après dans la maison, j'étais la seule dans mon quartier à habiter la maison, donc c'était vraiment désert, il y avait des personnes qui venaient sonner à ma porte, qui m'apportaient de la soupe, qui m'apportaient des repas chauds, puisque moi je ne savais pas cuisiner, j'avais rien, et même parfois qui me disaient si vous avez besoin de parler. Enfin, j'ai trouvé que quand on dit que l'humanité est perdue, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Les gens sont merveilleux, en fait. Et ça, c'était le beau côté de cette épreuve que j'ai malheureusement dû vivre. Et le travail paye, puisque lancement digne d'une rockstar hein, à Liège pour ce livre. Et bienvenue Doro, merci beaucoup pour le follow. C'était incroyable, incroyable rockstar parce que là aussi. Mais oui. Et Plateau TV aussi, Twitch ce soir. Tu vis comment ces premiers jours de ce nouveau livre? Ah ben moi, je n'ai plus, mes pieds ne touchent plus le sol là pour le moment. Depuis la sortie, la soirée de lancement, j'avais envie parce que le livre est sorti vendredi 13 et je me dis tiens, c'est quand même une date particulière. Je suis un peu superstitieuse et je me dis oh, j'ai envie de faire quelque chose. Et puis c'était aussi une manière d'inviter mes amis, de rassembler des amis dans un chouette contexte parce que je les ai eus justement pour les inondations, voilà, pour les travaux, enfin tout ça. Donc là, c'était pour faire la fête et c'était une belle occasion de faire ça. Et je cherchais un endroit, le libraire a été adorable, il a dit on va privatiser une partie du magasin, on va le faire ici. Enfin, et c'est vrai que quand j'ai vu arriver tout ce monde, parce que là, j'imaginais pas qu'il y aurait autant de monde, c'était fabuleux. Et on a passé une très belle soirée. Je sais qu'il y a des personnes qui ont attendu longtemps, parfois, pour arriver jusqu'à moi. Mais très égoïstement, je me suis dit, c'est la première fois que j'ai la queue comme ça pour une dédicace et j'avais l'impression d'être une grande écrivaine. C'est pas une impression, si tu veux, mon petit avis personnel, qui ne m'engage que moi, mais j'ai pas l'impression. Je te propose qu'on parle aussi de Adèle. À la base, quand je t'ai invité, bah, c'est celui-là que j'étais en train de lire. Bon, le nouveau est sorti, génial. Et on va aussi parler un petit peu d'Adèle, parce que je sais que beaucoup de gens attendent ça avec impatience aussi. Je vais vous mettre la couverture. Mais oui, je suis comme ça. Bah, avant tout, est-ce que tu peux nous dire un petit peu de quoi parle ce livre, qui, j'imagine, te tient aussi très à cœur? Oui. Avec ce personnage incroyable. Là aussi, voilà, c'était le thème. Je voulais raconter l'histoire d'une femme sous emprise parce que finalement, beaucoup de personnes connaissent des personnes qui sont sous emprise, des femmes, des hommes parfois aussi, ça arrive. C'est moins fréquent, mais ça arrive. Et c'est vrai qu'a priori, on a envie de poser un jugement et qui est très spontané et très humain, finalement, c'est de dire mais pourquoi est-ce qu'elle ne le quitte pas? Pourquoi est-ce qu'elle ne part pas? Pourquoi? Et donc, je voulais raconter une histoire où le lecteur pourrait comprendre le piège d'une emprise et pourquoi quelqu'un qui se retrouve dans cette situation ne part pas spécialement comme ça quand il devrait partir. Parce que, contre, je n'avais pas envie de raconter une histoire dans la mouvance de MeToo. Enfin, il y a des personnes qui font ça certainement mieux que moi. Donc, c'est pour ça que j'ai placé l'histoire dans un contexte historique, qui est juste avant la Seconde Guerre mondiale et puis après la Seconde Guerre mondiale. Et c'était aussi une époque où les femmes, justement, là, avaient encore moins de moyens pour pouvoir s'en sortir qu'à l'heure actuelle. Et c'est venu très vite. En fait, c'est cette photo qui m'a raconté l'histoire d'Adèle.
cette femme qui se cache le visage. C'est une photo que j'ai découpée dans un programme de théâtre, un vieux programme de théâtre. Et c'est vraiment, cette femme m'a vraiment parlé. Je me suis dit, ce sera elle. J'ai envie de raconter son histoire. En fait, je ne sais pas qui elle est, mais c'est devenu mon Adèle en tout cas. C'est devenu ton Adèle. On va en parler tout de suite de ce personnage parce que les commentaires vont dans ce sens-là. J'ai envie de me battre pour le personnage féminin, nous dit Fanny. Ça remue les tripes. Et le Belge qui lit comprend évidemment ça. Parce que je sais que vous aimez ça. L'histoire se passe près de Mons, à Mézevin. Oui. C'est marrant parce qu'on parle de vignes. Est-ce que le château existe ou pas? C'est toute la question, mais pourquoi avoir mis cette histoire près de Mons? Non, le château n'existe pas. Ouais. Il n'existe pas pour la simple et bonne raison qu'il y a des châteaux là dans la région, mais je n'avais pas envie de situer l'histoire chez quelqu'un en me disant peut-être que les propriétaires ne seront pas spécialement heureux d'avoir peut-être des gens qui viennent sonner à leur porte en demandant si ils sont des descendants des De Brise en Dupuis. Donc voilà, et c'est l'avantage aussi de la littérature. Enfin, surtout quand on écrit de la fiction, bien sûr, c'est qu'on peut construire des châteaux en Espagne ou des châteaux à Mézevin. Voilà. Moi, j'ai construit un château à Mézevin. Mais je disais, donc il y a un château, il y a des vignes, il y a le choc des classes sociales, parce que tu parlais d'emprise. Alors on n'est pas sur... Je ne t'entends plus. J'ai un souci. Est-ce que tu m'entends de nouveau? Sinon, tu peux... Oui, voilà, ça va maintenant. Oui. Ok, c'est ta connexion qui est fort faible. Désolé si vous entendez des petites coupures par moment, mais je ne sais rien faire malheureusement là-dessus. On a dit, ça parle de châteaux, de vignes, des classes sociales. Parce que tu parlais d'emprise, on n'est pas sur de l'alcool, de la drogue, etc. C'est une emprise plutôt sociale. C'est un thème qu'on connaît bien. Comment as-tu fait pour le remettre à ta sauce? Parce que c'est très original aussi dans ce livre, d'être plongé comme ça dans ce château avec, d'une part, Jean Mathieu, à qui j'ai envie de donner des petites claques à gauche à droite, et Adèle, qui ne viennent pas, a priori, du même monde. Comment as-tu fait pour mettre ça à ta sauce? Justement, je voulais aussi, donc bon, il y a l'emprise de ce mari violent, bien sûr, oui, on ne parle pas de dépendance ici. Mais elle est aussi sous l'emprise d'une famille avec ses différences de classe sociale, où elle est blanchisseuse et elle tombe amoureuse, éperdument amoureuse d'un comte qui lui fait une cour assidue et qui, à la longue, fait tomber ses barrières parce que dès le départ, elle se dit que de toute façon, c'est un amour impossible puisque la différence de classe sociale ne peut pas permettre qu'un jour il se marie. Et jusqu'au moment où lui la demande en mariage et finalement, voilà, ils vont se marier. Le livre commence comme un conte de fées. C'est la blanchisseuse qui épouse le comte et ils sont amoureux et tout va bien. Sauf que la comtesse n'approuve pas ce mariage, mais bon, elle doit bien s'y résigner. Mais très vite, ça tourne au cauchemar et Adèle se retrouve piégée dans ce fameux château entre Marie, qui n'est pas le prince charmant qu'elle croyait avoir épousé et qui se montre assez vite agressif et manipulateur, et cette belle-mère qui elle aussi, à sa façon, est très manipulatrice et fait bien comprendre à Adèle qu'elle n'a pas sa place au sein de cette famille et que, voilà. Et Adèle essaye de, elle, survivre parce que c'est une époque aussi où on ne divorce pas, où on ne part pas, où on ne retourne pas chez soi comme ça. Et elle se dit qu'il faut qu'elle trouve une solution. Et sa solution, elle la trouve dans une moribonde dans la propriété, c'est un ancien grand-oncle qui avait planté ça en son temps, l'original de la famille. Et elle décide de remettre sur pied toutes ces vignes et de créer un grand vin. C'est pour aussi avoir un peu l'impression de travailler parce qu'elle a été élevée avec les valeurs des gens simples, on va dire, des ouvriers. Son père est mineur
Et la valeur du travail, ça représente quelque chose. Et elle se dit qu'on lui offre les services d'un précepteur, elle est logée dans un château, on l'habille, on l'éduque. Et c'est un peu sa façon. Elle se dit, si j'arrive à créer un grand vin, ce sera un peu ma façon de remercier, ma belle famille pour tout ce qu'ils font pour moi. Et c'est ça qui va lui permettre de tenir le coup pendant tout le long du livre. Et ça, c'était la vigne. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai été fleuriste toute ma vie, que j'adore gratter la terre et que l'idée de planter des vignes, c'est aussi la vigne, c'est la vie. C'est parce que voilà, et que le vin existe depuis toujours et que le vin est associé à cette pulsion de vie. Et en même temps, de planter ces vignes, c'est un ancrage aussi. Et Adèle avait besoin d'avoir un ancrage dans cette nouvelle famille qui était la sienne. Et c'était symbolique, voilà. Et c'était pour ça que je suis partie sur cette idée-là. Alors, je retiens beaucoup de choses de cette lecture, hein, mais tout en haut de la liste, au haut de la richesse des personnages, j'ai eu l'impression, je vous explique, hein, ma petite impression de lecteur, mais que quelqu'un, quelque part, te dictait son histoire et qu'Adèle existait. D'ailleurs, j'avais l'impression que tout, et j'ai l'impression que tout existe vraiment dans ce livre, c'est assez impressionnant. Et un peu comme... vous voyez l'impression que des grands-parents vous racontent une histoire autour d'un feu. C'est le hashtag Abraham Simpson pour ceux qui connaissent. Mais ça donne cette impression-là. Quelqu'un qui vous raconte une histoire, ça part un peu, puis ça revient comme Dominique ce soir en fait. Et l'image, j'espère que tu me réentends de nouveau. Tu peux cliquer, revenir sur le lien. Oh, elle va revenir. C'est quand je dis des compliments en fait. Ah, je t'ai perdu là, t'ai perdu un moment. Je suis relâ. Hop là, on te réappelle. Ça, c'est quand je fais des compliments, ça coupe. Bon, je vais arrêter les compliments. Voilà. Non, mais je disais donc l'impression vraiment qu'on te raconte l'histoire au coin du feu. Salut Fredo. Et que ce sont comme des grands-parents, voilà, alors ça s'étire un peu, on prend le temps, on est avec les personnages, on va au fond de leur âme, vraiment. Tu t'es inspiré d'une histoire vraie ou est-ce que cette histoire est fictive complètement ? En fait, moi, ce que j'aime quand j'écris, c'est ça, c'est d'aller fouiller l'âme humaine, parce que je trouve que c'est là que tout se trouve, en fait. Et donc, il y a toujours une part de non-fiction dans mes histoires, parce qu'autrement, je pense que je ne pourrais pas créer ces personnages-là. Mais ces personnages-là, pour moi, ils existent de toute façon, mais c'est un peu schizophrène, parce que dans la vraie vie, ils n'existent pas. Enfin, Adèle de la couverture, elle a existé, mais je ne sais pas qui elle est. En fait, elle est devenue Adèle du livre. Et en même temps, c'est ça que j'aime dans l'écriture, c'est de pouvoir, à un moment donné, croire à mes personnages. Et je ne peux pas lâcher un manuscrit tant que moi, je ne suis pas certaine que mes personnages existent pour moi. Et je pense que c'est ça qu'on ressent. Et c'est vrai que j'ai des personnes qui m'ont écrit, des personnes de Meva, de la région de Mons, qui m'ont écrit, ils cherchent le château, ils cherchent les personnages. On cherche, c'est vrai. Et voilà, parce qu'ils pensent vraiment que... Et même les vignes, parce qu'évidemment, je confonds la réalité avec ma fiction, puisqu'il y a des vignes dans la région de Mons. Mais en partant aussi sur des histoires ou des morceaux d'histoire, ou des choses que j'ai entendues, des échanges que j'ai pu avoir, des expériences personnelles, et en les retravaillant en pure fiction, à un moment donné, émerge un personnage vivant. Et alors, c'est vrai que je n'ai plus qu'à raconter son histoire. Et quand j'écris, c'est un peu ça. J'ai effectivement l'impression que ces gens-là me racontent leur histoire, que je n'ai plus qu'à la transcrire, en fait. Et je dois reconnaître que souvent, quand j'écris, je pleure. J'ai des moments de gros chagrin, des moments où c'est très difficile, parce qu'il y a même aussi des chapitres que je n'ai pas envie d'écrire. Il y a des choses que je n'ai pas envie de faire vivre aux personnages.
mais qui sont nécessaires dans l'histoire, et c'est très douloureux en fait, parce que voilà, ils m'investissent complètement. Et c'était une des questions du belge qui lit. Hein. Dans Adèle, comme dans Réparer nos silences, les personnages principaux sont parfois considérés comme des objets, comme moins que rien par certains protagonistes. Pourquoi les torturer ainsi? Est-ce que c'est une volonté de ta part de donner aussi la parole aux persécutés qui peuvent jalonner comme ça les histoires et la vie? Oui, oui, puisque le thème, justement, en fait, pour Adèle, donc, de raconter comment quelqu'un d'intelligent, de courageux peut tomber dans la machination horrible d'une manipulation et d'une emprise, et avoir autant de mal pour essayer de s'en sortir, ou quelqu'un comme Ludovic, voilà, qui finalement, sans la famille Martel et sans sa rencontre avec Laura, que serait-il devenu? Que serait-il devenu? Il serait peut-être devenu vraiment un paria de la société, parce qu'il aurait trafiqué avec des bandes, enfin je ne sais pas moi, il serait devenu toxicomane ou voleur ou assassin, ou il aurait réussi son suicide. Donc, et on n'en aurait jamais parlé. Quelque part, c'est, voilà, je pense que c'est poussé à l'extrême, mais ça parle des choses de la vie, parce que dans la vie, on a tous nos moments compliqués de difficultés, ou de deuil, ou de choses pénibles à vivre, mais il y a quand même toujours quelqu'un sur la route, et quand on va vers ce quelqu'un, ça fait aussi basculer la vie, et c'est ces moments de vie, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, de basculement, qui font que l'histoire devient intéressante. En tout cas en littérature, l'histoire est intéressante parce que ce sont des destinées qui empruntent des chemins différents, ou simplement, voilà, comme je disais tout à l'heure, je reprends l'exemple des inondations, j'ai vécu un drame, et en même temps, j'ai vécu humainement quelque chose de magnifique. Voilà. Et tout ça, ce sont les choses de la vie. Donc mes deux écorchés, là oui, c'est comme ça. Même les trois, parce que le premier roman, elle était un peu écorchée aussi. Aussi. Oui. Et Fanny nous dit que cette histoire en fait aurait pu être écrite pour 2023. Ça se passe au moment de la guerre, mais finalement, si c'était 2023, ce sont des histoires qui pourraient exister. Bien un sûr. peu pareil que pour Réparer nos silences dont tu parlais. Ce sont... Enfin, quel est le but pour toi d'aller chercher des années dans le passé? Peut-être ton côté historienne refoulée qui revient, ou autre chose? Pourquoi est-ce que tu ne places pas en 2020, 21, 22, 23? C'est une des questions qui revient très très souvent pour l'instant. Oui. Pour Adèle, c'était vraiment délibéré, parce que je ne voulais pas justement rentrer dans la mouvance MeToo, raconter l'histoire d'une femme sous emprise avec un homme violent. Et du coup, on n'aurait peut-être pas eu une famille de nobles, mais on aurait eu une entreprise, voilà, des gens riches. J'avais pas envie, parce qu'on en parle beaucoup, parce qu'il y en a d'autres qui ont écrit de chouettes romans là-dessus. Et donc, en transposant, il y avait ce côté, le début de l'émancipation des femmes, de ce moment où les femmes ont commencé à travailler, parce que quand il y a eu beaucoup d'hommes qui sont morts à la guerre, et puis aussi qui sont partis faire la guerre, et pendant ce temps-là, les femmes qui étaient des femmes au foyer et qui, avec une destinée, c'était juste élever les enfants et s'occuper du ménage, elles ont dû travailler, et elles ont pris de l'autonomie. Et il y en a même eu, pour beaucoup, c'était compliqué de voir revenir le mari et de faire marche arrière. Et donc, c'était une époque charnière dans la libération des femmes et l'émancipation des femmes. Donc, je trouvais que c'était intéressant de situer l'histoire à ce moment-là. Dans Réparer nos silences, on est quand même beaucoup plus dans l'époque contemporaine, puisqu'on arrive jusque dans les années à peu près 2010, un peu moins. Mais c'était aussi... je n'aurais pas pu... Enfin voilà, c'était aussi pour parler de ces institutions à une époque où frapper un enfant faisait partie du protocole, on va dire. Ce n'est plus la même chose maintenant, heureusement. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et donc, c'est vrai que ça, j'avais envie d'en parler.
parce que c'est une époque qui n'est pas très lointaine, il y a encore beaucoup de témoins. Je pense que ce livre, je vais certainement rencontrer beaucoup de personnes qui ont vécu ce genre de choses. Et beaucoup de choses se sont passées en toute impunité. Et ça, c'était important de pouvoir en parler. Et donc, voilà pourquoi j'ai situé l'histoire un peu en arrière. Donc, c'est beaucoup plus contemporain, réparer nos silences, l'époque d'Adèle. Et pour revenir à Adèle une petite seconde, j'ai vu certains commentaires de certaines personnes qui pensaient ou pensent qu'Adèle est un livre écrit pour les femmes. Alors moi, je suis pas du tout d'accord. Ça, c'est fait. Mais toi, tu en penses quoi? Et qu'est-ce que tu dirais aux lecteurs hommes qui hésitent peut-être avec la couverture? Moi, je me posais vraiment la question et j'ai pas la réponse. D'où venait le commentaire? Est-ce que c'est des choses qu'il ou elle avait entendues? Est-ce que c'est la couverture? Mais moi, j'ai pas du tout l'impression que c'est un livre pour les hommes ou les femmes. Je pense que c'est un livre pour tout le monde qui parle d'une époque un peu plus lointaine, mais comme disait la question de Fanny et dont tu viens de parler, c'est très contemporain, c'est très, très universel en fait, ce thème-là. Bien sûr. Et j'ai l'impression que ça peut captiver autant les hommes que les femmes. Tu t'en penses quoi? Mais oui, mais ça, je m'en suis rendu compte parce que, en fait, quand j'écris, je ne pense pas ça va plaire, ça va pas plaire, ça va plaire aux femmes, ça va plaire aux hommes. Je suis habitée par l'histoire et j'ai besoin de la raconter. C'est après que les questions se posent. Alors évidemment, c'est vrai que moi, d'office, je me suis dit, tiens, c'est une femme, ça, voilà. Et j'ai très vite compris que ça plaisait beaucoup aux hommes, cette histoire. Et d'ailleurs, je n'arrête pas de le dire, mais les plus beaux retours que j'ai eus sur Adèle, ce sont les hommes qui les ont faits. J'ai reçu des messages où notamment un jour en dédicace, il n'y a pas longtemps, j'ai été en dédicace, il y a un monsieur qui passe devant la table, un monsieur d'une 70aine d'années, il s'arrête et il est avec sa femme et il dit « Regarde, c'est Adèle, c'est ça, c'est le livre. » Et alors, j'ai dit oh, « C'est le livre que j'ai adoré. » Je lui dis « Bon, merci monsieur, c'est gentil. Je vais mettre mon chat à terre. » Et pas alors, obligé, ça fait monter l'audience. Ça, c'est pour rire. Et alors, je lui dis merci. Et donc, je discute un petit peu avec. Et le monsieur me dit, Madame, je vais vous dire, c'est le plus beau livre que j'ai lu de ma vie. Et moi, je suis restée abasourdie. Son épouse confirme, elle me dit, et c'est un gros lecteur. Et je peux vous dire que c'est vrai, il le dit à tout le monde, il en parle à tout le monde. Alors, évidemment, j'ai essayé de ne pas pleurer devant le monsieur, mais ça m'a touchée énormément parce que je n'ai pas imaginé que ça puisse parler autant aux hommes. Et après coup, je comprends pourquoi ça parle aux hommes, parce que justement, il y a cette image d'homme... il y a ce Jean Mathieu qui est vraiment pas quelqu'un de fréquentable, mais à côté de ça, il y a des hommes qui sont chouettes. Il y a des hommes qui... Je n'ai pas envie d'en parler pour ne pas dévoiler l'histoire, mais il y a de beaux personnages masculins et je pense que les hommes peuvent vraiment se reconnaître dans ces personnages-là, et effectivement de manière universelle, parce que ça parle aussi des sentiments et de l'âme humaine, et ça, c'est intemporel finalement. Et la persécution, enfin, cette condition féminine qui est compliquée encore aujourd'hui, on le sait, forcément, quand on lit Adèle, on se dit qu'il y a encore du chemin à faire, mais voilà, on a un petit peu avancé, mais je pense que toutes les femmes qui ont vécu l'emprise ou la manipulation d'un homme se reconnaîtront dans le personnage d'Adèle à n'importe quelle époque. Et auront, comme moi, envie de mettre des claques à Jean Mathieu. Voilà. J'y tiens. Hein. Et en parlant de ça, petite parenthèse, mais parce que c'est important. Pour moi, coup de cœur personnel, je ne sais pas si on te l'a déjà faite celle-là, mais pour Dumoir, le policier. Parce que, comment t'expliquer, enfin moi c'est un peu mes lectures de base, hein, la police et autres, je me suis revu avec ces livres où l'enquêteur fait de longues démonstrations sans en avoir l'air. Et c'est amusant parce que c'est vintage et en même temps c'est très très moderne. Et donc si on était dans Le Meilleur Pâtissier, je te dirais que j'ai l'impression que tu aimes les classiques revisités. Est-ce que je me trompe?
Mais en fait, c'est terrible parce que moi, je suis pas du tout une lectrice de polar. Mhm. Je lis plutôt voilà, la littérature générale. J'adore la tragédie. Je pense que c'est ça qui influence plus mon écriture que le polar ou le roman noir, parce que finalement, on me classe parce qu'on a envie de classer dans un genre. C'est la même chose quand je commence à écrire. Je ne me dis pas, je vais écrire un polar, je vais écrire un livre noir, je vais écrire un thriller, j'écris une histoire. Après, c'est vrai qu'il faut la répertorier quelque part, mais là, à la limite, je laisse le choix au lecteur ou à mon éditeur de le faire. Mais par contre, je n'ai pas beaucoup de références en matière de polar. Et donc, quand il a fallu écrire cette enquête policière avec l'inspecteur Dumoir, de nouveau, je suis partie. J'ai essayé de savoir qui il était, l'homme, quel était cet homme-là. Et à partir du moment où j'ai su qui il était, je l'ai mis dans sa vie professionnelle et donc je l'ai fait travailler avec sa manière d'être. Et c'est vrai que c'est un personnage dont on m'a souvent parlé, l'inspecteur Dumois. Il y a même plusieurs personnes qui m'ont dit « Vous devriez écrire des polars avec l'inspecteur qui reviendrait ». Il a vraiment marqué les lecteurs, lui. Oui, c'est ma demande. Oui. Voilà, pourquoi pas, peut-être Si- un jour. Franchement, si tu t'ennuies, c'est vraiment, vraiment une très bonne idée. Parce que c'est vraiment... Enfin, voilà, c'est anecdotique peut-être pour vous qui nous écoutez, mais vraiment un très, très beau personnage. Comme quoi, et c'est important, et ça parle aussi de tes livres, il y a des personnages principaux, comme toujours, mais même les personnages secondaires sont principaux. C'est assez impressionnant. Oui. Ils marquent tous. J'ai rarement vu ça. Alors, je suis peut-être comme ce monsieur de 70 ans, qui sait, mais j'ai rarement vu ça, que tous les personnages ont vraiment quelque chose. Tout existe. C'est vraiment incroyable. Et dans le livre Adèle, l'autre je ne l'ai pas encore lu malheureusement, mais j'ai trouvé que tu utilisais assez peu les dialogues. Est-ce que c'est un outil que tu préfères utiliser avec parcimonie? Parce que la tendance actuelle, c'est de mettre beaucoup de dialogues, parce que c'est un truc un peu facile pour mettre du rythme quand c'est bien fait, j'insiste. Ici, c'est fait, voilà, j'ai l'impression avec parcimonie. Je ne sais pas si c'est voulu, si c'est naturel, si... Voilà, comment tu envisages les dialogues dans tes livres? Parce qu'il y en a assez peu, je trouve. Ah oui, moi, je n'ai pas l'impression d'en mettre si peu, mais maintenant, c'est peut-être aussi ma manière justement de vouloir fouiller l'âme de ces personnages. Et donc, ça ne se dit pas en dialogue. Et pour vraiment entrer à l'intérieur de ces personnages, je préfère écrire du texte et écrire même des réflexions. Enfin, voilà, maintenant, je n'ai pas le sentiment d'en mettre si peu du dialogue, mais c'est vrai que ce n'est pas que du dialogue. Non. Sinon, j'écrirais une pièce de théâtre. C'est ça. Mais vous me direz, vous qui avez lu, ce que vous en pensez. Allez, j'ai encore deux petites questions. Oui. Toutes faciles, tu vas voir. Qu'aimerais-tu dire à la Dominique d'il y a 10 ans, si elle était devant toi ce soir à ma place? Tu te revoyais face à face avec toi d'il y a 10 ans, donc un peu après la partie fleuriste, finalement, ou pas dans cette zone-là. Qu'est-ce que tu aimerais te dire avec ces années d'écart, ce que tu as vécu ces derniers temps? Je me dirais écrit. Parce qu'en fait, moi, ça fait pas tellement longtemps que j'écris. Je me suis refusée d'écrire pendant longtemps, justement, parce que je me sentais pas légitime. J'ai toujours écrit, mais sans passer à me lancer dans un roman ou vraiment oser aller plus loin. Et donc, je me dis que de temps perdu, finalement. Et donc, je lui dirais à Dominique, n'attends plus, écris. Et en parlant de ça, quels sont tes projets? Alors, j'imagine que là, ça va être un peu de promotion, beaucoup. Bah, c'est ça, une rockstar, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais quels sont tes projets dans les semaines, mois qui viennent? Tu travailles déjà sur un petit nouveau, au-delà de la promo? Oui.
il y a un petit nouveau qui est, bon, je n'ai pas écrit grand-chose parce que je sors à peine de toute la promo d'Adèle. Ça commence, ça a été très vite en fait. Adèle est sortie le 14 janvier 2022. Réparer nos silences sort le 13 janvier 2023. Donc ça a été assez rapide. Mais voilà, donc le plus vite possible trouver du temps pour écrire le prochain. Parce que dans ma tête, j'en ai 5 autres à écrire qui sont déjà tout écrits dans ma tête. Donc voilà, c'est toujours le facteur temps. Et là, c'est vrai que justement, les travaux, ça me retarde et c'est un peu frustrant. Mais en même temps, c'est merveilleux parce que voilà, c'est là. Donc mon projet, c'est de pouvoir écrire le prochain roman. Et peut-être sortira-t-il l'année prochaine ou dans mon avis, pas début d'année. Ça, je ne pense pas que je serai prête. Parce qu'en même temps, j'ai envie de savourer la promotion de Réparer nos silences parce que j'ai beaucoup de chance, ça se passe bien. Effectivement, on m'appelle sur les plateaux télé, donc je ne vais pas refuser. C'est une épreuve, ce n'est pas facile, mais bon, c'est merveilleux en même temps, donc je le fais. Et puis on verra. Et j'espère que ça se passe bien pour toi ce soir. Et je connais Oui. des gens qui aimeraient être dans ta tête pour aller lire les 5 romans que tu as et que tu n'as pas encore eu le temps d'écrire. Et j'ai pas encore eu le temps, non. Fanny demande, parce que tu dis tu as commencé à écrire assez tard, ou en tout cas trop tard, c'est ce que tu te dirais à toi d'il y a 10 ans. C'était quoi le déclic qui t'a amené à écrire? En fait, le déclic, c'était, j'ai participé à un atelier d'écriture. Et c'était une amie à moi qui me poussait et moi je ne voulais pas parce qu'on avait déjà discuté, on savait bien que j'écrivais un petit peu de poésie à gauche, à droite, enfin. Et moi je me disais non parce qu'il va falloir lire devant tout le monde et puis je me sentais vraiment, voilà, j'avais ce blocage, un vrai blocage. Et puis je sais pas, un jour je me suis dit oh mais finalement il peut rien m'arriver si même je me plante et que j'écris n'importe quoi, ce sera n'importe quoi, point barre. Quoi. Je veux dire, ça va pas changer le cours de ma vie. J'y suis allée et ça a été vraiment le déclic. Quand j'ai écrit un texte, tout le monde avait écrit un texte, et puis quand chacun a lu, et puis que j'ai lu mon texte, après je me suis dit mais en fait c'est ça l'écriture. Moi la littérature, j'ai toujours placé ça tellement haut dans l'échelle culturelle, voilà, artistique. Mais en fait, oui, il y a une technique, il faut l'orthographe, enfin voilà, il faut un minimum. Mais l'écriture proprement dite, c'est vraiment avoir des histoires à raconter et réussir à trouver les mots pour la dire. Et après, je me souviens que ce premier texte, quand je l'ai lu, j'entendais un silence incroyable autour de moi. Et c'est tout juste, ils ne m'ont pas applaudi quand j'ai fini de lire. Et donc, je me suis dit, en fait, c'est ça l'écriture. Raconter une histoire à quelqu'un et aller le toucher quelque part. Et donc, voilà. Et alors ça m'a libérée. Tu as voulu être Abraham Simpson. Voilà. Et le Belgique dit, votre amie est une vraie amie. Mais oui. Ah oui, c'est vrai. Quelle belle idée de Ça, faire éclore de beaux projets. Et sincèrement, je t'annonce le meilleur, vraiment, parce que quel talent. De ce que j'ai lu en tout cas, je m'inquiète pas pour toi. Merci. Et si, je m'inquiète juste sur une chose, à un moment, il faut évacuer les histoires dans la tête, parce que ça explose. 5 histoires dans la tête. Alors, c'est une question qu'on me glisse au passage, mais tu as des carnets où tu mets certaines choses pour ne pas les oublier, simplement? Ah oui, c'est déjà... L'ossature de l'histoire est déjà... Tu as déjà des notes quelque part, etc. C'est pas uniquement des histoires que tu as en tête et que tu pourrais... Ah oui, non, c'est là, c'est prêt, voilà. C'est un petit peu comme, je vais dire, elle est une couturière qui aurait des matières, qui emmagasine quelques tissus parce qu'elle a des projets pour faire quelque chose et puis elle se dit, mais je ne ferai pas ça maintenant, pas celle-là maintenant. Mais tout est là et puis elle n'a plus qu'à sortir sa machine à coudre et voilà, assembler tout ça. Mais en tout cas, profite bien de la promo de ce nouveau roman. Puis... Oui. Évidemment, nous en écrire d'autres, de très très bons. Un immense merci pour ta venue parmi nous. Bonsoir à Ili, qui vient de nous rejoindre.
Il n'est jamais trop tard. Et comme ça, bah, c'est l'occasion d'entendre ton mot de la fin, parce que je vais évidemment te le laisser pour refermer le couvercle de cette boîte avant de Oui. rejoindre, le grand chien. Mhm. D'abord sortir les poubelles. Que souhaites-tu nous dire pour conclure ton passage parmi nous, qui était si précieux et intéressant? Ah, merci. Mais d'abord, un grand merci à toi de m'avoir invité dans cette boîte. On y est bien, finalement, dans cette boîte. Et donc, je remercie toutes les personnes qui nous ont écoutés. Je ne sais pas qui elles sont, mais merci d'être là. Et ce que je dirais, ben justement, si vous avez des rêves, il faut y croire. Il faut rien lâcher, parce que moi, j'ai attendu trop longtemps. Et voilà, moi, je crois qu'il faut s'accrocher à ses rêves et un jour, bah, ils peuvent se réaliser. Bon, peut-être pas toujours, hein, ça dépend quel rêve on a, mais en tout cas, vraiment on sent à l'intérieur qu'on a envie de faire quelque chose. Il faut pas se mettre trop de barrières. En plus, la vie, ça passe vite, et puis on ne sait pas ce que nous réserve demain, donc il faut le faire. Voilà, oser. Très très bonne idée, mais c'est dingue en fait. Tu n'es pas la première personne à dire ça aujourd'hui. Donc je vais prendre C'est ça vrai. comme un signe. Oui, Eh ben voilà. si la personne m'écoute, elle va rire. Donc ça, ça me fait vraiment plaisir. Il y a pas mal de gens qui nous rejoignent. Je te propose redire peut-être en quelques mots de quoi parlent ces livres. On va faire ça, hein, tant qu'à faire, comme ça tout le monde en profite. Donc, la sortie la plus récente, Réparer nos silences. En 2 mots, de quoi ça parle pour les personnes qui viennent de nous rejoindre? Ça parle d'un enfant qui a grandi en institution depuis, il a été abandonné à la naissance et qui a grandi sans amour, et donc qui est complètement fermé aux sentiments et qui essaye de survivre dans un monde où c'est compliqué, où on sent aussi qu'il a vécu des choses assez compliquées et dures. Et à l'âge de 15 ans, il est accueilli dans une famille complètement aimante, où la maman est vraiment un cœur ouvert, et justement c'est un contraste de ces deux manières, de ces personnages, entre cet enfant qui voudrait être une statue de pierre pour se protéger des sentiments, et cette famille où le cœur est grand ouvert. Et lui, il les observe un peu, et peu à peu, il arrive à imaginer que peut-être il est digne d'être aimé. Sauf que le roman commence par un jour, les policiers arrivent dans cette maison, dans cette famille. C'est 6 ans après que Ludovic y ait été accueilli. Et on vient annoncer que le papa, Christian, chauffeur routier sans histoire, a été assassiné dans les toilettes d'une station-service. On parle de règlement de compte, personne n'y comprend rien. Et donc, dans la vie de la famille, tout bascule. Tout bascule. Et Adèle, Oui. autre Et ambiance. voilà, une autre ambiance. Adèle, c'est un roman qui se situe dans la moitié du XXe siècle. C'est l'histoire d'une femme sous emprise. Donc, Adèle est blanchisseuse dans un petit village, et elle tombe éperdument amoureuse du comte. Il y a là-bas un château et une famille de nobles, et lui fait une cour assidue jusqu'au moment où il la demande en mariage. Et donc, la comtesse, la mère, n'est pas très chaude pour ce mariage, mais elle finit par y consentir puisqu'elle n'a pas trop le choix. Et ce mariage a lieu, et tout commence un peu comme un conte de fées, sauf que l'histoire, tout va basculer aussi très vite, parce que Adèle va se rendre compte qu'elle est prise au piège dans ce fameux château, avec une belle-mère qui la déteste et qui lui fait bien sentir qu'elle n'est pas de sa classe sociale, et un mari qui se montre de plus en plus violent et manipulateur. Et donc toute l'histoire d'Adèle, c'est d'essayer de trouver sa liberté et de survivre à cette situation vraiment difficile. Eh bien, il y en a pour tous les goûts et de très 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 bonnes lectures. Je te remercie infiniment pour cette soirée avec nous. Et puis, bah, plein Merci de à bonnes toi. choses. On va se recroiser tôt ou tard, Oui, parce qu'on a encore des tas de choses à se dire. oui. C'était un véritable plaisir de t'avoir ici. Courage pour les meubles et autres, vraiment, je le pense. Et continue à nous écrire de belles histoires comme tu le fais. C'était... Merci. Moi, je vais finir Adèle.
ce soir. Comme ça. Super.